Merci pour votre accueil. Alors pour répondre justement à cette question qui soulève beaucoup de débats depuis ces derniers mois, j'ai le plaisir d'accueillir 5 experts qui seront là pour donner leur avis par rapport à ce sujet. Je vous demande donc d'accueillir David Benbassa, directeur général de Bianici. Bonjour David. Ok. Claire Juillard. Bonjour Claire. Spécialiste des marchés immobiliers. Édouard Le Goff, président du groupe Kinaxia. Grégoire, il est où Grégoire? Il est là. Grégoire Thiriot, directeur des partenariats chez Meilleurs Agents. Et enfin Laurent Vimon, président Century 21 France. Bonjour Laurent, messieurs, dames. Voilà, bienvenue. Alors, comme je le disais tout à l'heure, un sujet qui passionne, qui questionne. Aussi, on entend parler justement de ces données qui deviennent publiques. Comment doit-on les interpréter? Y a-t-il des analyses justement à pousser pour avoir une lecture plus lisible? Nous allons répondre à tout ça. Je donne la parole d'abord à Claire. Alors Claire, elle pourrait tenir le débat elle toute seule parce qu'elle a un parcours assez incroyable et elle a plein de choses à nous raconter. Donc Claire, le sujet aujourd'hui qui a été évoqué, je crois hier d'ailleurs à Toulouse également, vous le maîtrisez bien. Quel est votre avis par rapport à ça? Bonjour à tous. Effectivement, on pourrait intervenir en ce moment quotidiennement sur le sujet des data immobilières et en particulier des données publiques, puisqu'il y a quelques mois, l'État, à travers la DGFiP, a ouvert un jeu de données assez exclusif qui a représenté une sorte de tournant, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse éventuellement en penser, dans le monde de la data immobilière. Alors, à titre introductif, moi j'interviens en tant que chercheuse. Je suis ravie d'échanger sur le sujet de la data avec des praticiens, avec des services innovants en matière de data. Donc, peut-être à titre introductif, replacer un petit peu le contexte de la data en France. En France, quoi qu'on en pense, on a toujours l'impression que la data fait défaut sur les marchés immobiliers et pourtant on n'est pas si mal loti que ça à regarder chez nos voisins, à regarder y compris outre-Atlantique. Donc on a pas mal de données. Ce que je voulais souligner, c'était qu'au sein de l'écosystème des producteurs de données, notamment de prix, de loyers, de nos logements, etc., la puissance publique a un rôle central, déterminant, puisque depuis le début, elle collecte des données, et notamment auprès des professionnels que vous êtes, en les contraignant parfois. Elle a des lois pour ça, ce qui fait grincer des dents, mais en tout cas, on en est là. Elle produit également des données dont la particularité est que même quand elles sont fausses, les données notamment de permis de construire font souvent débat. Nombreux professionnels pensent qu'elles sous-estiment en particulier la construction neuve. Peu importe, ces données, ce sont les plus légitimes parce qu'elles sont publiques. Et donc du coup, il faut faire avec. Et puis, dernièrement, au titre de sa politique d'open data, l'État, la puissance publique, déverse sur le marché des données. Et c'est le cas notamment donc, de ces données de transactions qui sont collectées par la DGFiP au titre donc, de l'imposition sur les transactions. Donc voilà pour ce panorama un petit peu introductif, sachant que par ailleurs, dans les solutions en matière de data qui vous sont offertes, il y a évidemment d'autres données qui sont consommées, utilisées, notamment pour contextualiser le marché, pour en apporter des éléments descriptifs. Et il se trouve que, alors j'espère que vous ne me donnerez pas tout à fait tort, il se trouve que parmi l'ensemble des données qui sont utilisées pour qualifier, approcher les marchés, les caractériser, on a aussi encore beaucoup d'open data. Tous les acteurs se nourrissent au chevet de la puissance publique. Oui, par rapport à ça, justement, comment on peut classer quand on est un client, quand on est un particulier, qu'on est sur un projet de mise en vente d'un bien, on ne sait pas toujours par quel bout commencer. Quelle est la lecture aujourd'hui que le particulier peut avoir à travers ces données, d'après ce qu'on a mis en place? Je donne la parole peut-être à Laurent, pour le professionnel de l'immobilier. Bonjour. Il y a peut-être un élément qui a changé fondamentalement, qui n'est pas évoqué, c'est que le pouvoir, le savoir a changé de camp.
pendant des années, ceux qui ont fait ce métier il y a 20 ans, étaient perçus comme des sachants par des consommateurs qui venaient consulter un professionnel pour avoir accès à une information sur un prix de vente, juridique, fiscale ou financière. Depuis maintenant 3 ou 4 ans, en 3 clics de souris, on a accès au prix de mise en vente, de vente d'un logement, et donc on n'est plus obligé de croiser l'information de la centrale, du particulier et d'autres pour se dire mon logement vend tant, et on avait accès qu'au prix de mise en vente. On n'avait jamais accès au prix de vente avant. Et ce savoir qui a changé de camp, il a une conséquence directe, c'est que le professionnel n'est plus celui qui se comporte comme l'expert. L'exemple, c'est le vendeur à la FNAC. Il y a 20 ans, on le consultait pour avoir l'information sur un appareil photo et aujourd'hui, on en sait plus que lui pour l'acheter. C'est Doctissimo qui fait que le patient arrive chez le médecin avec un niveau de connaissance supérieur à il y a 20 ans. Pour nous, c'est pareil. Donc, toutes ces données, qu'elles soient publiques ou qu'elles viennent de réseau, on a été orphelin de données pendant des années. Aujourd'hui, on les a toutes avec les logiciels, on les remonte, les prix de vente. Elles permettent au consommateur d'avoir un niveau de connaissance supérieur qui fait que le professionnel devient une espèce de trieur d'informations. Et ce qui change fondamentalement, ce n'est pas les données, c'est le comportement que nous, on doit avoir pour traiter ces consommateurs. Oui, parce qu'on est d'accord pour dire aujourd'hui que ces données sont très abstraites et qu'un particulier va se contenter de consulter des comparatifs en prenant en compte son propre bien, mais en n'étant pas forcément très objectif. L'agent est un tiers de confiance et celui qui vend son logement a tendance à le surestimer parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus grand, parce qu'il a beaucoup de goût et que du mauvais en général, parce que. Et le consommateur qui vend son logement comparera toujours à des logements qui sont plus beaux que le sien, jamais moins bien. Donc il y a eu un problème de neutralité. Et l'agent immobilier, qu'il ait accès à ces données ou pas, il est là pour ramener sur le terrain et expliquer qu'entre le prix de mise en vente et un prix de vente, il y a un écart. Alors après, on peut débattre des heures de l'intérêt ou pas d'avoir ces données. C'est comme ça, c'est pas autrement, on fait avec, on les agglomère. Mais ce qui est important, c'est le changement de positionnement du professionnel qui devient un trieur d'informations et plus un sachant. C'est plus un expert seulement. Donc on est tous d'accord pour dire qu'en réalité, l'ouverture des données, c'est plutôt une bonne chose, de donner de la transparence, finalement, d'être sur un schéma d'honnêteté globale qui va être renforcé par la compétence du professionnel vis-à-vis de son expertise. Je vais donner la parole à Grégoire. Bonjour. Alors j'aimerais d'abord dire que l'ouverture de DVF, c'est quand même une vraie révolution culturelle, avant tout. On passe à un monde où la donnée de prix devient transparente et ça change tout. Ça a pour but de rendre le marché plus fluide et ça c'est quelque chose de nouveau. On essaie de casser un peu des rentes informationnelles et c'est plutôt bien parce que le marché immobilier est un marché un peu compliqué. Simplement cette donnée, cette transparence qui est nouvelle, c'est pas une fin en soi et surtout cette donnée on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. En premier lieu, je ne sais pas si vous avez essayé de télécharger ce fichier, il est assez imbitable et surtout le fait d'avoir des données de transaction autour d'un bien que vous souhaitez acheter, ça ne vous donne pas le prix. Ce n'est pas parce que autour du bien que vous souhaitez acheter vous avez 4-5 références que ça vous donnera le prix du 3 pièces des années 60 que vous convoitez. Parce que la référence autour de chez vous que vous avez, c'est une maison, c'est un appartement haussmannien. Et donc, la donnée, ça ne vous donne pas l'information, ça ne vous donne pas le prix. Est-ce que ça peut être l'objet justement d'une réflexion future, ça, d'avoir un complément d'information beaucoup plus précis ? Alors, vous pourrez avoir autant de données que vous voulez, simplement pour arriver à fabriquer un prix, à comprendre la manière dont se fabrique un prix, nous, chez Meilleurs Agents, on a une vingtaine de data scientists, certains sont dans la salle, data ingénieurs, qui ont modélisé des économistes, des économètres, des chercheurs en machine learning, qui ont utilisé ces data pour comprendre comment se fabrique le prix d'un appartement, d'une maison, c'est pas la même manière. Et avoir plus de données, ça nous permet d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus fin dans la manière d'apprécier ces prix. Et en ça, avoir la donnée, c'est bien, c'est l'essence, mais il faut avoir un moteur pour la digérer et donner et être en capacité de comprendre et donner des prix qui sont au plus près de la réalité de marché. Qui soit cohérent, parce que 2019 va être marqué par une année record en nombre de transactions en France. On est sur 1 million de transactions. Le marché évolue rapidement. On a des marchés avec des secteurs qui sont tendus, d'autres qui le sont moins. La phase d'estimation reste capitale aujourd'hui pour la mise en vente. Et c'est souvent la phase peut-être la moins bien traitée de la part du particulier qui a une idée préconçue. Alors, le particulier a une idée préconçue, mais on se rend compte que sur les marchés les plus tendus, il y a un usage qui s'est très fortement développé. C'est effectivement aller voir sur un site d'évaluation en ligne quelle est la valeur de son bien. Souvent, ce particulier ne dit pas
quand il va voir l'agent immobilier qu'il est allé faire lui-même une estimation en ligne pour garder un petit peu des cartouches et des arguments à faire valoir auprès de l'agent immobilier qui va aller voir. Mais c'est un usage qui se répand très fortement dans les grandes villes, là où il y a la valeur immobilière est la plus importante. Et je pense que cet usage va se diffuser à l'ensemble du territoire assez rapidement dans les prochaines années. Est-ce qu'on a un retour aussi de ce qui est fait, par exemple, dans d'autres pays ? Si on prend les États-Unis, oui, globalement, le marché a été en quelque sorte entièrement digitalisé via notamment une plateforme comme Zillow, où on retrouve à la fois les annonces, les agents immobiliers, les acheteurs et les vendeurs. Donc on n'a pas encore ce type de plateforme en Europe parce que l'accès à la donnée était beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, en donnant de la transparence sur la data, on peut penser que des acteurs vont arriver à construire cette plateforme qui mettra tous les acteurs du marché immobilier autour de la même table, autour de la même plateforme. Alors avant de laisser la parole à nos deux autres intervenants, Laurent. Il y a un détail que vous n'évoquez pas, c'est que d'abord les systèmes d'évaluation en ligne ne sont pas fiables à 100%. Il suffit de s'amuser à faire l'affaire à l'envers et de regarder ce qui a été vendu récemment et de faire le test de l'évaluation. Les fourchettes sont assez larges, donc il faut quand même que quelqu'un vienne visiter, parce que dans l'ancien, les biens sont différents. Et sur les États-Unis, il faut rappeler que la différence fondamentale, c'est que les données sont publiques et publiables. En France, elles sont publiques et non publiables. Le prix de vente d'un bien, par exemple, il n'est pas publiable officiellement. Il faut l'accord d'un vendeur, les taxes foncières. Les Américains, eux, ont un accès aux données et à la publication des données qu'on n'a pas du tout en France, qui fait qu'aujourd'hui, cette plateforme ne peut pas exister. Personne ne peut demain s'amuser à publier sur un bien le nom du vendeur avec le prix de vente, ce qui est le cas aux États-Unis. Donc il y a encore un long chemin à faire. Et depuis le début, puisque ces données elles ont toujours été accessibles. Le chemin que les vendeurs font, il a toujours été de chercher le mieux disant sur l'estimation d'un bien. Après, encore une fois, je reviens au rôle de l'agent immobilier. C'est lui qui, en visitant, va pouvoir être capable de dire à 5% près le bon prix de mise en vente. Édouard, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. On a échangé un petit peu au téléphone cette semaine et vous évoquiez le fait que ça pourrait être au contraire une véritable opportunité pour tout le monde, particulier, professionnel. Oui, la data est clairement le nerf de la guerre, à mon avis, du marché immobilier dans les 5 années qui viennent, voire les 10 prochaines années. Clairement, le marché immobilier est un marché assez conservateur qui n'a pas réellement beaucoup évolué au niveau technologie et au niveau fonctionnement ces dernières années. Parce que les technologies qui étaient développées ne permettaient pas cette disruption ou cette vraie révolution. L'ouverture des données, la création des données, parce que je voudrais simplement faire une parenthèse après sur les données. La donnée conjuguée au développement de l'intelligence artificielle, du machine learning, va transformer les choses et permet au marché aujourd'hui de changer, de se révolutionner. On ne connaît pas encore la nature de cette révolution, la nature de cette disruption, mais en tout cas, les moyens sont maintenant disponibles pour une réelle transformation du marché. C'est pour ça qu'en fait, on est à un moment clé grâce à cette donnée, mais pas que la donnée prix, la donnée au sens large. Parce que le prix, c'est important, mais les estimations en ligne ne feront jamais 100% du prix. Le prix sera toujours validé par un professionnel pour une précision plus importante. Par contre, la donnée, c'est aussi le matching entre des besoins exprimés et des caractéristiques. C'est aussi la disruption, c'est-à-dire la désintermédiation de la mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur. La donnée, ça va bien plus loin que simplement le prix. Bref, l'idée étant de dire que celui qui va maîtriser la donnée aujourd'hui va maîtriser le marché immobilier. Mais la donnée brute n'a pas vraiment de valeur, contrairement à ce qu'on croit. C'est un peu ce que vous disiez. La DVF en tant que telle, ça ne sert absolument à rien. Une donnée brute non travaillée, non nettoyée, non complète, non mise à jour, ça n'a aucune valeur. C'est ça qui crée un peu de bruit sur le marché immobilier. Parce qu'une donnée qui est un peu bien travaillée, c'est une information. Une information, c'est un élément de valeur. De l'expertise, c'est un élément de valeur. Mais de la donnée diffusée sur Internet, mal traitée, mal comprise, mal interprétée, c'est plutôt un danger. C'est là qu'il y a une énorme opportunité aujourd'hui pour les acteurs de l'immobilier et les agents immobiliers, on va dire, traditionnels, de se saisir de ce sujet de la data au sens large pour venir enrichir leur expertise et que cette donnée vienne leur bénéficier. 1, pour développer l'expertise, 2, pour développer la confiance, et 3, pour optimiser leur business, créer de l'efficacité, créer plus de business. On disait tout à l'heure, si je maîtrise les prix via une plateforme d'estimation, je vais récupérer du lease propriétaire. Si je suis meilleur que les autres, j'aurai plus de lease propriétaire, j'aurai plus de mandats. Si je qualifie mieux mon acquéreur et mieux mon vendeur, je vais faire du matching plus vite. Je vais qualifier mes acquéreurs, je vais faire moins de visites, je vais perdre moins de temps et je vais vendre plus vite, etc. etc. La data est une vraie opportunité pour l'agent immobilier se protéger de la disruption
qui viendrait en plus de la data, parce que selon qu'on analyse le marché de manière micro ou macro, la data, on ne va pas du tout l'analyser de la même manière. D'une manière macroéconomique, si on voit ça de manière globale, c'est la data qui va la disrupter. Les grands acteurs, les grandes plateformes, leur enjeu, c'est de maîtriser la data pour limiter le rôle des intermédiaires au milieu. Plus je maîtrise le prix, plus je maîtrise mon acquéreur, moins l'agent immobilier aura de rôle, puisqu'il sera au milieu des deux. Alors qu'au contraire, l'agent immobilier, lui, il va vouloir utiliser la data pour renforcer son expertise, sa légitimité et rester indispensable dans ce processus-là. Donc du coup, c'est assez paradoxal puisque la data est le nerf de la guerre et à chacun de la saisir le plus tôt possible pour se protéger dans l'évolution du marché. Claire, vous vouliez rebondir par rapport aux propos de Grégoire ? Oui, en fait, évidemment, la data, elle profite à tous, qu'elle soit brute, dans quel cas elle profite à des opérateurs tels que Meilleurs Agents, Cityscan et d'autres encore. Et quand elle est agrégée, quand elle se présente sous forme de statistiques, elle peut évidemment profiter jusqu'au consommateur, enfin à l'utilisateur, au particulier qui s'engage dans le parcours de l'achat-vente. Ceci étant dit, il me semble qu'aujourd'hui, le risque, c'est celui d'une profusion de données entre la data brute à laquelle, d'une certaine manière, en allant sur le site Etalab, même le particulier a accès, les estimations en ligne qu'on peut faire en quelques clics. Trop d'informations nuirait justement à la pertinence du résultat ? Il me semble qu'effectivement, il y a un risque à ce que l'information tue un peu l'information. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que l'ensemble de ces données qui sont à disposition sous quelque format que ce soit, il me semble qu'elles auraient plutôt tendance à entourer le marché d'un certain flou. À y regarder de près, on n'a pas deux estimations comparables, on n'a pas deux stats comparables. En plus, les stats, il se trouve que elles projettent le regard en arrière, puisqu'elles sont rarement très fraîches. Il y a toujours un écart de quelques mois, de toute façon. Il y a un écart de quelques mois, de 3 mois tout au mieux, et c'est plutôt 6 mois. Avec DVF, on a quasiment un an dans la vue. Donc voilà, donc des données de nature très diverses, difficilement comparables. Et du coup, je pense une certaine difficulté à y voir si clair que ça. Donc la transparence, peut-être, évidemment, on gagne en transparence, mais peut-être que le flou perdure, ce qui laisse du coup effectivement toute sa place à l'expertise de ceux dont c'est le métier. Merci Claire. David. Alors David Benbassa, c'est le directeur général de Bien Ici. Ouais, c'est sympa de passer en dernier, merci. Donc pour pas paraphraser tout ce qui vient de se dire, si ce n'est que trop d'infos tue l'info, pas assez d'infos peut tuer la donnée aussi, ou plutôt pas assez de données peut tuer l'info. Je fais un comparatif souvent avec l'automobile et l'Argus. L'Argus, c'est quoi ? On donne un modèle, un kilométrage. Pour moi, ça me fait penser à la base DVF, où finalement, on a un emplacement, une adresse, une surface, et ça vous donne un prix. Je ne sais pas si vous avez essayé de vendre votre voiture en prenant une cote Argus. C'est un peu compliqué, mais c'est encore plus difficile pour un appartement, puisque là, pour le coup, aucun modèle est identique. Donc, effectivement, je rejoins l'importance d'avoir l'expertise d'un professionnel de l'immobilier. On parle beaucoup de prix. Donc, on l'a évoqué, c'est compliqué. Il y a toute la donnée. Édouard, tu l'as évoqué également. Trop de données va servir si, elle est bien exploitée, c'est-à-dire qu'on sache en tirer quelque chose, et deux, qu'on sache l'exprimer correctement. Il y a beaucoup de sites aujourd'hui, alors ça peut être des portails, ça peut être des intervenants indépendants, ils ont beaucoup de données, ils balancent toute la donnée comme ça, après c'est difficile de s'y retrouver. C'est peut-être ça le flou dont vous parlez. Toute la difficulté va être d'exprimer cette analyse de données pour que ce soit compréhensible et utilisable. Je donnerai un exemple sur la recherche par temps de trajet. C'est quelque chose maintenant qui est évident sur l'ensemble des portails et que nous, on a été les premiers à mettre en place. Mais finalement, on a des données de temps de trajet. C'est pas compliqué à avoir. Tout s'achète. Il y a beaucoup de données sur le marché. Maintenant, c'est quelle expression on va en donner pour qu'elle soit compréhensible par tous et utilisable. C'est là où est la vraie difficulté, finalement. Il y a finalement peu de gens qui sachent utiliser cette donnée pour la retranscrire. Donc, outre le prix, il y a aussi beaucoup de data, donc je parlais des transports, mais c'est aussi, et c'est là que nous, on peut être intéressant là-dessus pour les professionnels de l'immobilier, c'est toute la partie recherche. Il y a un transactionnaire, il y a un locataire, il y a quelqu'un qui fait une transaction, mais au départ, il y a quelqu'un qui recherche. Et il est extrêmement important de pouvoir identifier ces phénomènes de recherche à travers le temps, donc ça peut être plutôt au trimestre ou au semestre, mais c'est aussi géographiquement. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte de certaines choses
de mouvement de recherche. Les gens sortent de Paris et vont plutôt première, deuxième couronne, c'est une évidence, j'apprends rien à personne. Par contre, de leur dire que leur sélection aussi de typologie d'appartement va évoluer. Ils partaient peut-être du deuxième, ils partaient peut-être chercher un 2 pièces, ils vont arriver sur un 3 pièces, l'évolution des familles. Toutes ces informations-là, elles sont importantes et elles donnent de la data et elles donnent de l'information, à mon sens, c'est ce qu'on essaie de faire, aux professionnels de l'immobilier. Il y a la connaissance terrain, mais il y a aussi la connaissance environnementale qui est extrêmement importante et aussi la méthode de recherche. Ça, c'est un vrai point que vous soulevez. D'ailleurs, est-ce qu'on est aujourd'hui capable de hiérarchiser un petit peu quelles sont les différentes données aujourd'hui indispensables pour le consommateur? On parlait de l'acquéreur, justement, dans son process d'achat, qui peut être parfois même compliqué. Il y a le prix, certes, mais quelles sont les autres données aujourd'hui les plus recherchées par nos clients? Comme toujours, je dirais, dans l'immobilier, c'est l'emplacement qui prime. Et à partir de cet emplacement, on va avoir justement des données sur quoi? Sur les transports, sur les commerces. Laurent n'est pas tout à fait d'accord. Sur la recherche ? 70% des clients acheteurs achètent un bien différent de la demande initiale. Et ils évoluent sur 2 paramètres, ou l'emplacement ou le prix, et la surface. Donc l'emplacement, c'est la recherche d'un logement, c'est un rêve qui se construit, c'est un budget, et le rêve ne rentre jamais dans le budget. Et donc c'est une histoire de concession. Et quand on veut acheter quelque chose dans le centre-ville, on va devoir faire une concession sur la surface. Quand on veut acheter dans un budget avec une surface définie, on va devoir se déplacer de quelques kilomètres. Mais je voudrais revenir sur le sujet des données. Il y a peut-être un élément que la profession n'a pas bien saisi, c'est que ces données ont de la valeur. Les données de chaque agence ont de la valeur. Et qu'il ne faut pas les remonter n'importe où et à n'importe qui, parce que ces données seules, elles ne valent rien. Agrégées, elles valent de l'argent. Valorisez vos données. C'est pas les données, ces données, c'est pas anodin. Certains un jour feront un espèce de péage devant l'agence pour vous vendre des leads. Et on n'a pas forcément besoin de ces gens qui vendent des leads. Avec l'accès aux données publiques, on peut renforcer ses propres fichiers en les enrichissant de biens qui ont été vendus récemment, avec les biens qui ont été vendus, et apporter aux clients vendeurs une vision du prix qui est bien plus précise. Donc il faut être super vigilant là-dessus. Vos données ont de la valeur. Et sur ce qu'on peut faire avec, effectivement, les data scientists et autres spécialistes du sujet sont capables de définir un ensemble de parcours, de paramètres. Mais dans l'ancien, ce qui nous protège pour l'instant, c'est que la chose est irrationnelle. Et je ne sais pas si vous avez déjà vendu des logements, mais quand on observe un client acheteur qui achète son logement, il a des comportements assez étonnants. Et entre sa demande initiale et le chemin qu'il parcourt pour se dire « Waouh, c'est ça que je veux », c'est pour l'instant assez compliqué à mettre en musique de façon mathématique. Merci. J'aimerais revenir juste sur ce point-là. Les données, effectivement, ont la valeur, mais elles ont la valeur dès lors qu'elles ont une certaine complétude et qu'on a accès à un certain nombre de maximum de données à un endroit sur un donné. Si on garde simplement les données au niveau d'une agence, ça ne donnera pas forcément une vision complète, ne serait-ce que parce que, même si l'ensemble des agences mettent leurs données en commun, on manque notamment les transactions entre particuliers. Avoir la donnée, ça ne suffit pas, et ce serait une erreur effectivement de croire que avoir la donnée suffit et permet assez aisément de développer des propres outils d'estimation. Alors certes, on peut avoir la donnée et l'expertise physique locale qui permettent d'aller plus loin, mais je sais parce qu'on a eu ces discussions avec les notaires qui avaient les données depuis très longtemps avant l'ouverture de la base DVF, qui ont essayé de développer des modèles, mais c'est extrêmement compliqué, ça demande beaucoup de recherche et de développement quand on veut développer des modèles qui aille au-delà de la connaissance de son secteur local. Et ça demande des années et des années. Et encore une fois, moi je suis impressionné. On a chez Meilleures Agences 5, 6, 7 doctorants qui travaillent sur l'utilisation et la manière de faire parler ces données. Et c'est très difficile. Oui, c'était sur l'idée de l'emplacement, là, pour rebondir. Parce qu'effectivement, on sait très bien que quelqu'un qui rentre dans une agence et l'expression de son besoin initial et ce qu'il va trouver, voilà, on sait que dans 3/4 des cas, ça ne sera pas le cas. Par contre, la data, si elle est bien utilisée, elle va permettre de l'aider à trouver justement son endroit idéal, qui n'est pas celui qu'il pensait à la base, parce qu'il n'a pas l'expertise du territoire pour pouvoir trouver son adresse idéale. Mais son adresse idéale, elle peut être trouvée grâce à la data, parce que si simplement on s'arrête à l'expression d'un besoin et d'une contrainte, qui elle ne bouge pas,
il y a bien une manière d'y répondre. Les transports en commun, le numérique, l'éducation, la qualité de vie au sens large, l'absence de nuisance ou la présence d'une activité quelconque. Il y a un certain nombre de typologies et c'est vrai qu'on peut, grâce à la data, optimiser la recherche d'un endroit idéal, non pas dans des quartiers qui sont connus ou qui sont presque automatiques. Je voudrais habiter dans ce quartier-là, tout le monde fait ça. Alors qu'il y a des quartiers qui, à quelques rues près, auraient peut-être les mêmes niveaux de service à des prix qui, là, pourraient correspondre. Donc la data permettra, et l'intelligence artificielle associée, notamment dans l'usage, dans l'analyse de l'usage de l'internaute, vont pouvoir progressivement nous aider à accompagner le futur acquéreur dans le choix, en tout cas dans le fait de trouver son adresse idéale. Et je sais, moi je travaille beaucoup sur ces problématiques-là de comment accompagner le futur acquéreur au travers de la data. On a mis en place par exemple des systèmes de comparaison qui vont permettre à chacun de pouvoir comparer de manière tout à fait objective l'ensemble des emplacements immobiliers des différentes visites qu'il a fait sur ses critères à lui. Moi je prends le bus, je veux de la fibre, je veux une école privée pour mes enfants, etc. etc. et j'ai tel budget. Et dans ces cas-là, la data va nous permettre de créer de l'objectivité. On parlait tout à l'heure du tiers de confiance, notamment pour l'agent immobilier. C'est clair qu'un expert aujourd'hui doit avoir ce rôle de tiers de confiance. Néanmoins, le fait qu'il y ait beaucoup de bruit, beaucoup de nouveaux acteurs sur ce marché avec une expertise plus ou moins critiquable, beaucoup de services full online, pas mal de nouveautés et beaucoup de bruit dans la data distribuée, le consommateur, qui est le futur hacker, a besoin d'être rassuré, clairement. Et la data, si elle est bien traitée, si elle est bien traitée en amont en termes de complétude, de mise à jour, d'expertise, de traitement de la data en tant que telle, va apporter une arme supplémentaire aux professionnels pour justement jouer ce rôle de tiers de confiance en objectivant son analyse, puisqu'il pourra s'appuyer sur des chiffres, sur des cartes, sur des éléments rationnels objectifs. Et ça, je pense que c'est les outils qui vont permettre à l'expert, à l'agent immobilier, de retrouver ce rôle de tiers de confiance à plein s'il l'utilise pleinement, mais à condition que la data qu'il utilise soit une data de qualité. C'est ça la vraie condition. Et la data en soi, encore une fois, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est l'information. C'est comment on transforme une data qui, en elle, n'a pas de sens, à une information, c'est-à-dire quelque chose qui a du sens, qui est contextualisé. Aujourd'hui, le bruit, c'est qu'il y a de la data de partout qui veut tout et rien dire. Elle n'est pas contextualisée, elle n'a pas de sens. L'information qu'on va donner, l'information qu'un agent immobilier va donner, c'est une information qui a du sens. C'est quelque chose, et donc c'est data, information, service. L'idée, c'est comment transformer la data en un service expert pour justifier de notre expertise dans cette transaction immobilière. Je ne peux pas vous laisser dire qu'une agence n'est pas capable d'estimer un bien précisément. Si, mais c'est pas grave. Et je vous mets au défi d'ailleurs, vous envoyez 5 data scientists, on va voir un bien ensemble et on verra qui définit le bon prix du marché. Les agences avec des données sont capables, avec analyse du marché précise, de donner le prix d'un bien avec les prix vendus, les prix des biens invendus et des biens concurrents à vendre. Et concernant le client acheteur, il y a un paramètre qui vous manque dans l'analyse, c'est que l'acheteur, il a besoin de faire un chemin qu'il n'a pas envie de faire. Et si vous imposez trop tôt, grâce à des données, le bien qu'il va devoir acheter sans qu'il ait fait le chemin de deuil entre ce qu'il voulait acheter et ce qu'il va acheter, vous le prenez sur le dos. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de processus de deuil d'entre je voulais acheter ça et je ne pourrais acheter que ça. Et si au bout de 2 rendez-vous, vous lui opposez la solution miracle qui vient de l'algorithme, il ne vient plus vous voir. Parce qu'on l'a tous vécu, on a tous eu en face de nous un acheteur qui voulait acheter un bien et dont on savait tous qu'il ne pourrait jamais l'acheter. Toutes celles et ceux qui lui ont dit « Monsieur, vous ne pourrez pas, c'est ça qu'il faut acheter », ils ne sont jamais revenus parce qu'ils se sont vexés. Donc il y a aussi dans la psychologie de ce métier un chemin que l'acheteur va devoir faire, accompagné par quelqu'un qui va oser lui montrer des choses auxquelles il ne pensait pas. Mais ça va d'une maison à un appartement, ça va du moderne à l'ancien, ça va d'un rez-de-chaussée à un dernier étage. Et si vous commencez avec une solution digitale, on va le dire comme ça, et je vous certifie qu'on en a un paquet en stock, mais il faut être très prudent et les mettre derrière la main et qu'elles soient au service d'eux. Mais c'est pas la solution miracle. Et vous pouvez pas dire qu'on ne s'est pas digitalisé. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent dans les agents immobiliers. Allez les voir et vous verrez qu'en termes de prospection, de suivi, de relance, etc., il y a plein de choses qui ont été faites. Donc il ne faut pas dire que cette profession elle n'a pas su évoluer. On n'est pas les taxis qui ont refusé Uber. Néanmoins, vous verrez que Uber existe, mais j'essaie toujours. Ça nous a fait monter d'un cran en termes de service. Donc, il ne faut pas dire ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas su, et puis l'algorithme servira à estimer un bien. C'est faux. L'un sera au service de l'autre. Je dis juste, soyez
mais prudent avec vos données et monnayez-les s'il faut, parce qu'un jour, vous paierez le fait de les avoir données aux autres. C'est exactement ce que je pense. Hein. La data et l'information sont vraiment au service. C'est des outils. Si on les prend comme autre chose, ça ne peut pas le faire. Effectivement, l'immobilier, il y a quelque chose d'irrationnel. C'est le projet d'une vie pour beaucoup de gens, c'est très anxiogène pour beaucoup d'autres. Effectivement, c'est là où la profession immobilière est passionnante. On repositionne le rôle du professionnel ça, dans sa exactement. capacité justement à capter l'émotion du client à un moment donné de sa vie où il souhaite vendre ou acheter, et puis proposer une solution d'accompagnement qui soit réelle, complétée par une expertise. Sans être dans le tout humain, tout parole. Enfin, c'est vraiment deux choses qui vont se compléter. L'agent immobilier, il a justement cette expertise dans l'accompagnement, dans la psychologie, dans l'humain, dans sa connaissance aussi fine de son territoire. Évidemment, les deux sont liés. Par contre, il a besoin d'outils pour retrouver la confiance de beaucoup de vendeurs ou d'acquéreurs en objectivant un certain nombre de choses et en pouvant s'appuyer sur des outils qui viennent légitimer son expertise et montrer. C'est aussi de la communication, c'est aussi des outils qui vont permettre de convaincre monsieur tout le monde que l'agent immobilier, c'est un expert à tous les niveaux, à la fois humain, psychologique, mais aussi qui maîtrise les meilleurs outils du marché. Évidemment, l'outil tout seul, il remplacera jamais l'expertise terrain, le relationnel, le psychologie, tous ces éléments-là. Mais c'est complémentaire. Par contre, si l'agent refuse de regarder ces choses-là, je ne dis pas que vous le faites et je ne dis pas qu'il n'y a rien loin de là, il va passer à côté de quelque chose parce que les autres vont s'en emparer et là, le marché sera disrupté. Exactement, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est dans un tournant dans lequel on doit s'adapter, mais ça, c'est le rôle du professionnel, justement, par rapport à toutes ces techniques. Claire, vous êtes sociologue, et justement, par rapport à ce débat, par rapport à ce qu'on est en train de dire, quel est votre avis ? Alors, moi, je me souviens que la toute première recherche que j'ai faite sur les marchés immobiliers, entre parenthèses, les sociologues s'intéressent peu au marché immobilier, et j'y suis arrivée un peu par hasard. Pourquoi ? En ayant l'opportunité d'exploiter des données, en l'occurrence les données notariales. Voilà, j'avais des données sous la main, je les ai moulinées et voilà. Et donc j'ai commencé à conduire des recherches sur les marchés immobiliers, sachant que parallèlement à ce travail sur les données, j'ai entrepris une série d'entretiens dans plusieurs villes françaises. Qui était destiné en fait à retracer, reconstituer des parcours d'achat. Et effectivement, ce qui m'est apparu de très intéressant, c'est qu'une fois que le candidat à l'acquisition avait un peu accepté l'idée des compromis qu'il devait faire pour confronter ses rêves à la réalité, ce que j'ai trouvé de très très fort dans l'ensemble des entretiens que j'ai fait, c'est l'effet coup de cœur. En fait, l'effet coup de cœur l'emporte sur tous les critères objectifs et de raison. Dans la totale subjectivité, alors, c'est ça ? Totale subjectivité. Voilà. Puis après, mais bon, vous connaissez ça bien mieux que moi. J'ai aussi découvert le rôle central de la femme dans une décision d'acquisition. Mais bon. Sinon, je voulais juste peut-être. Alors, je ne sais pas tellement quoi en faire de ce constat, mais il me semble qu'on pourrait faire un constat, c'est qu'en l'état actuel des choses, j'ai l'impression que la data, elle sert essentiellement les marchés métropolitains. Pourquoi ? Parce que c'est là que se concentre la population, c'est là que se concentrent les transactions, les mutations de logement, les mobilités résidentielles, etc. Et du coup, c'est là qu'on peut atteindre, je dirais, la masse critique nécessaire de données pour produire un peu d'intelligence sur les marchés, pour produire de l'information solide, robuste et intelligente. La question que je me pose, c'est qu'en est-il des marchés secondaires, périphériques, ruraux, des marchés dépréciés, etc. Il me semble qu'ils sont... Ils sont délaissés par rapport aux autres ? Non, je ne dis pas qu'ils sont délaissés, mais en termes de data, en termes également de services innovants, il me semble qu'ils sont assez, en l'état actuel des choses, desservis. Donc, tout simplement pour consulter des stats. Alors, la donnée publique a vocation à être exhaustive, ou en tout cas à approcher l'exhaustivité. Donc, elle résout à peu près ce problème-là. Elle permet d'aller piocher des transactions partout en France, à l'exception en ce qui concerne des VF de l'Alsace et de Mayotte pour des raisons historiques. Mais bon, elle émaille l'ensemble du territoire. Toutes les données INSEE
qui sont également offertes en open data, bon, pareil, elles décrivent de façon à peu près égale l'ensemble du territoire, quoiqu'elles sont limitées, par exemple sur la question des commerces, etc., des activités économiques. Bon, on n'est pas bon partout. Donc déjà, un peu une perte de qualité d'information. Et puis après, les services innovants, qui s'appuient sur de la data et qui proposent d'autres solutions pour avancer dans ce parcours de vente ou d'achat, etc. Il me semble qu'à l'heure actuelle, ils servent essentiellement les métropoles. Pour la petite histoire, j'ai une maison en Bretagne sur le dos depuis 2 ans que j'arrive pas à vendre. Et Breton, si vous avez aujourd'hui l'occasion de rencontrer Claire. Elle est magnifique, une très belle maison, mais que nous n'arrivons pas à vendre parce que le marché. Problème est de ce qu'il est. prix, Claire? Problème de prix peut-être, non? C'est évidemment la première idée que j'ai eue, mais il semblerait que ce ne soit pas tellement ce qui bloque. Enfin bref, c'est un produit un peu atypique. Bon, peu importe. En tout cas, je m'intéresse au marché immobilier, je m'intéresse à tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, de la PropTech en la matière, et du coup, je me dis, tiens, je vais appeler des agences en ligne, des agences qui me font... Bon. Et en fait, à chaque fois, on me dit, non, mais nous, on couvre Paris, on commence à couvrir la petite couronne, on pense investir 2 ou 3 grandes métropoles dans les prochaines années, mais enfin, on ne sait pas faire ailleurs. Appelez une agence près de chez vous, c'est le plus simple. Absolument, mais pour Vous verrez, ils sont bons. Hein. Oui. Non, mais Ils ont c'était l'air comme un peu comme alternative. ça. Parce que Ils ont l'air ringards, mais je vous promets, hein, ils connaissent bien le truc. Hein. Il faut aller les voir. Non, mais la maison est en vente. Enfin voilà, nous l'avons confiée aux agents locaux. Mais voilà, je me disais, pour tenter, pour multiplier les chances. Vous me direz où vous habitez, on va en parler après. Okay. Je voudrais revenir sur les acquéreurs rapidement et le comportement et la façon d'exploiter ce qu'on appelle les données ou les data. Les agences disposent depuis des années d'un ensemble d'informations qu'elles n'ont pas assez utilisées. C'est par exemple les données sur l'acheteur, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, budget, projet, etc. Et il y a un exercice qu'on s'amuse à faire, et je vous invite à le faire pour ceux qui ont une agence, c'est de prendre un client qui a acheté un logement récemment dans l'agence, on va dire 15 jours, et de ressortir sa fiche acquéreur. Vous voyez, la fiche d'origine. Et vous sortez juste la fiche acquéreur de ce client, et sans dire ce qu'il a acheté, et vous demandez à l'équipe de faire une découverte complémentaire et de proposer des biens correspondants. Dans 75% des cas, les conseillers de l'agence ne proposent jamais le type de bien que le client a acheté. Ça s'appelle exploiter des données. C'est un peu, on va dire, ancien comme méthode, mais ça marche vachement bien et ça explique bien que le chemin du client acheteur, on peut mieux l'accompagner si on met de l'intelligence dans la tête de ceux qui font ce métier. Si on leur explique que l'acheteur arrive avec un projet qui est un projet de rêve, mais qu'ensuite il va cheminer. Et ces données, elles seront sûrement un jour mieux exploitées parce que les logiciels permettront de faire des choses qu'un cerveau ne peut pas faire aussi rapidement. Mais si déjà les cerveaux commençaient à s'habituer à faire ce chemin, on s'en porterait un petit peu mieux. Et que sur l'évolution de la profession, il est évident que ceux qui n'accepteront pas d'embarquer les équipes dans ce chantier, qui n'accepteront pas d'exploiter ces données, dans 2 ans, ils seront morts. C'est une évidence. Oui, après, on confond aussi pas mal de choses sur la data. Parce que la data, là, je suis d'accord, elle doit amener de l'intelligence complémentaire. Pas de l'humain, ça c'est une chose. Mais la data, après, il y a 2 pendants et on les mélange pour beaucoup, et ce qui amène un peu de crainte vis-à-vis de cette data. Il y a l'aspect commercial pur et il y a l'aspect expertise. Au niveau expertise, et c'était mon propos initial, je suis certain que la data, c'est un complément magnifique pour le professionnel de l'immobilier. Après, là où on a peur, c'est que la data, elle a un enjeu commercial très fort. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour capter des mandats, que pour capter des acquéreurs, c'est au travers de la data. Celui qui a la meilleure solution d'estimation en ligne, il va capter forcément les propriétaires vendeurs qui vont venir estimer son bien. Donc il va capter ce lead. Et donc il va rendre dépendant tous les autres du fait que c'est lui qui a ce lead à revendre derrière. Et en fait, c'est ce mécanisme commercial de l'utilisation de la data. C'est là où on dit celui qui maîtrise la data maîtrise le marché. Et c'est en fait la partie commerciale de l'utilisation de cette data-là qui crée un petit peu la crainte de cette donnée. Parce que si on la regarde bien, elle est simplement utile. On n'est pas obligé d'utiliser toute la donnée, toute l'information tout le temps. On va juste trouver la bonne information au bon moment, la bonne expertise, la bonne réponse à son client. La donnée, si on l'utilise bien, l'information, si on l'utilise bien, c'est surtout satisfaire son client,
c'est surtout le rassurer et l'accompagner gentiment si la data est bien utilisée. Par contre, effectivement, on voit souvent la data comme un outil de prospection, de capture, pour capter du client, acquéreur ou vendeur. Juste finir sur la notion de service de la data. Je suis assez d'accord mais je confirme quand même que le premier point de recherche, c'est l'emplacement. On le voit, nous, avec la cartographie. Ce projet même de Bien Ici a été monté par les professionnels de l'immobilier il y a maintenant 4 ans. Donc il y avait une vraie dimension de vision, de dire que demain, la recherche immobilière, alors c'est pas une vision parce que ça existait déjà, mais elle passe de plus en plus par le digital et elle va passer de plus en plus par la géolocalisation. Donc l'emplacement étant ça important. Par contre, l'ensemble des data, des services dont j'ai pu évoquer, où tout le monde a parlé aujourd'hui, ça va servir à guider, à aider. Je suis assez d'accord que le choix final va être complètement différent du choix premier. C'est pour ça que nous, on a fait le choix de mélanger des biens neufs, des biens anciens, la construction de maisons individuelles, l'ensemble des services, l'ensemble de l'habitat disponible sur une zone pour un recherchant immobilier. C'est extrêmement important. Donc, effectivement, toute cette data va le guider. Guider de services, d'accessibilité au transport, on parlait d'écoles, il y a des données disponibles, mais effectivement, il en faut un certain volume pour que ce soit pertinent. Mais en fait, c'est de le guider. On parlait de l'estimation. Je ne sais plus toi qui disais que plus elle est bonne, enfin, c'est celui qui a les meilleures estimations qui attirera le client. En fait, j'en suis même pas sûr. C'est-à-dire que, est-ce qu'il vaut mieux mettre le prix exact? Parce que de toute façon, la réalité du prix se fera sur le marché avec l'agent immobilier qui visitera le bien. Qu'est-ce que ça change de mettre une fourchette à 10, 15, 20%? Après, il ne faut pas être non plus décrédibilisé, mais ce n'est pas celui qui a la meilleure qui attirera le client. Moi, je souhaitais simplement revenir sur le fait, mais Laurent m'a un petit peu titillé en disant que j'avais dit que les agents ne savaient pas faire d'évaluation. Bien sûr que non, j'ai jamais dit ça. Mon père est agent immobilier à Nantes depuis 35 ans, donc je vis immobilier depuis tout petit. Donc je sais ce que c'est. Donc je ne suis pas quelqu'un issu du digital et coupé la réalité de ce qu'est le métier d'agent immobilier. Ce que je voulais dire, et je pense que je l'ai dit, c'est que globalement, c'est une donnée compliquée, DVF, c'est une donnée compliquée à utiliser, et qu'on a besoin de gens qui vous la traduisent et qui vous mettent à disposition des outils utiles pour l'aide à des décisions. Je n'ai pas dit que les outils d'évaluation devaient remplacer l'expert. Nous, on fait des fourchettes d'évaluation chez Meilleurs Agents, et ensuite, effectivement, c'est à l'expert de pouvoir mettre le curseur là où c'est le plus proche de la réalité, puisque les données ne captent pas la totalité des critères qui font aujourd'hui un prix. Ensuite, sur le fait de relativiser la valeur de prix, c'est quand même une donnée super importante. Aujourd'hui, on s'engage sur 20-25 ans pour acheter un bien immobilier. Donc c'est quelque chose plus on mettra d'objectivité sur cette valeur-là, qui pèse presque un tiers du budget des personnes sur 20-25 ans, plus on rendra service à tout le monde et plus on créera la confiance entre les acteurs professionnels de l'immobilier et les particuliers. C'est quelque chose de très important. Après, ce que je souhaite dire également, et on a notamment présenté une étude tout à l'heure sur ce sujet-là, du côté des agents immobiliers, ce qu'on attend, ce n'est pas simplement l'évaluation, c'est aussi beaucoup, et c'est une attente qu'on a vue qui était au niveau de 80% chez les vendeurs en cours. Ils attendent beaucoup, et quasiment au même niveau que l'évaluation, ils attendent beaucoup en termes de trouver les bons acheteurs, les qualifier, accompagner dans la négociation, et c'est quelque chose de très important. Et dans la redéfinition du métier, c'est effectivement quelque chose. Donc, les outils d'évaluation, c'est bien, ça ne se substitue pas à l'expertise, donc je ne disais pas ça, ça accompagne, ça aide à être plus efficace, plus rapide, et surtout, ça permet de dégager du temps pour faire d'autres choses qui correspondent aux attentes aujourd'hui des particuliers, vendeurs et acheteurs. Il y a quelque chose qui est important sur Vous avez parlé de la maîtrise du marché, et vous dites que ceux qui maîtrisent le marché sont ceux qui maîtrisent les données. Moi, je prétends qu'aujourd'hui, ceux qui maîtrisent le marché sont ceux qui maîtrisent les mandats, pas les données. Les données, elles permettent d'enrichir, d'améliorer tout ce que vous voulez, mais ce qui compte, c'est d'avoir le mandat exclusif dans son agence. Et pour ça, il y a un truc qui est vachement bien. Alors, c'est un peu ringard, ça s'appelle la prospection. Maintenant, on dit marketing opérationnel. Ça fait plus branché, c'est plus start-up, et pour les conseillers, c'est plus agréable à entendre. Mais la prospection, ça permet aussi de ne pas attendre derrière son bureau qu'un acteur vous envoie des leads, en allant au-devant de chaque client. Quand on fait une vente, en s'intéressant à ceux qui sont autour. Enfin, la prospection, ça permet de trouver avant tout le monde
des clients potentiels qui vendront un jour, en se présentant, en montrant ce qu'on sait faire, en expliquant quel est son métier, et en attendant surtout pas que quelqu'un vous envoie des leads que vous paierez un jour. Donc cette activité, c'est pour moi l'essence même de ce métier, et ça ne veut pas dire qu'il faut s'affranchir de nouvelles technologies. C'est important de se mettre au goût du jour. Il ne faut pas qu'on devienne ni Kodak ni Virgin, d'entreprises qui ont refusé les évolutions. Néanmoins, il faut aussi se rappeler que ce métier est un métier dans lequel la poignée de main, le regard, l'empathie, l'écoute, l'envie de servir sont déterminantes. Et j'observe que toutes les grandes sociétés que sont Amazon, que sont Apple, aujourd'hui, rêvent d'avoir des réseaux de distribution physique. Les agences immobilières sont des réseaux de distribution physique. Dès l'instant où elles ne se cantonnent pas d'attendre les clients qui viennent physiquement les voir en achetant des leads, mais elles vont au devant de ces clients pour leur montrer ce qu'elles font, leur expliquer en amont, et que surtout, elles évitent de faire la pige comme le font la plupart des acteurs. Véritablement, merci. Les agents immobiliers d'aujourd'hui et de demain sont avant tout des accompagnateurs de projets. Et donc, comme le dit Laurent, back to basics en fait. C'est-à-dire qu'on va se servir des informations existantes, mais qu'on doit faire le métier initialement comme il était conçu. C'est-à-dire aller chercher soi-même l'information où elle se trouve, c'est-à-dire sur le terrain, et puis faire preuve de bon sens, faire preuve d'écoute. Ça paraît toujours très basique, mais on revient sans arrêt aux fondamentaux qui font la profession, et c'est comme ça que les agents se distinguent. C'est en utilisant la technologie mise à notre disposition, en fonction du secteur dans lequel on est, et en revenant justement à tous ces fameux basiques. Pour terminer ce débat passionnant, je crois que vous souhaitiez... Non, c'est bon pour vous. David, un mot à compléter? Claire? Rien non plus? Eh bien, Claire, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à tous pour votre présence. Bon salon à tous et à très vite. Merci.